je passe la parole au professeur Rufin Sayari pour nous entretenir du pouvoir normatif du président de la République. Et contrairement à ce qui est prévu dans le programme, je lui accorde un peu plus que le quart d'heure. Et c'est pour ça que nous avons démarré un tout petit peu plus tôt. Merci Madame la Présidente. Le pouvoir normatif du président de la République. Parmi les attributions du président de la République, c'est celle relative à la production des normes juridiques qui nous retiendra dans cette communication. Autrement dit, on s'intéressera au président de la République en tant qu'autorité créatrice de normes juridiques. Cela dit, l'étude du pouvoir normatif du président de la République revient à étudier la compétence du président en tant qu'organe de l'État. Cette étude passe donc par l'examen de la Constitution, dont découle la répartition des compétences entre les pouvoirs publics. Il ressort du chapitre 4 de la Constitution que le président de la République est un organe du pouvoir exécutif, à côté du gouvernement. En tant qu'un des organes suprêmes de l'exécutif, le président est chargé, normalement, de la fonction exécutive. Pour déterminer le contenu de cette dernière, on doit la rapprocher d'une autre fonction de l'État, à savoir la fonction législative. Car la fonction exécutive a toujours été conçue par les auteurs de la théorie de la séparation des pouvoirs comme une fonction subordonnée à la fonction législative, en ce sens qu'elle consiste principalement à exécuter les lois. Un auteur utilise une métaphore anthropomorphique pour écrire que si l'on distingue chez l'homme la tête et les bras, de même on distingue dans l'État le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Cette métaphore enseigne sur le rang qu'occupe normalement cette fonction au sein de l'ensemble des fonctions de l'État, ce qui aura une incidence directe sur le rang des organes qui en sont chargés et bien évidemment sur la place dans la hiérarchie des normes des actes juridiques qui sont appelés à prendre. Néanmoins, nous savons que les considérations organiques ne coïncident pas toujours avec les considérations fonctionnelles, si bien qu'un organe du pouvoir exécutif peut exercer des fonctions qui ne relèvent pas de la fonction exécutive, mais d'une autre fonction de l'État. L'examen de la Constitution confirme cette hypothèse de la dissociation entre les considérations organiques et fonctionnelles. En effet, si le président de la République est compétent pour prendre des actes administratifs, réglementaires ou non, ou bien des actes du gouvernement, cela est normal. Parce que cette classe d'actes, cette catégorie d'actes, se rapporte de par sa nature à l'exercice de la fonction exécutive. Mais la Constitution habilite aussi le président de la République à participer à l'exercice des fonctions législatives et constituantes en participant à l'élaboration d'actes législatifs et constitutionnels qui sont parmi les plus élevés du système juridique. Dans des circonstances particulières, de crise notamment, le président de la République, organe du pouvoir exécutif, est compétent en vertu de l'article 80 de la Constitution, qui est aujourd'hui mise en œuvre, pour prendre pratiquement tout type d'acte juridique, parce qu'il peut cumuler dans ces circonstances, toutes les fonctions de l'État. Dans le cadre de l'article 80 précité, le président de la République a pris un décret présidentiel en date du 22 septembre 2021 relatif à des mesures exceptionnelles qui est un véritable acte constitutionnel. Ce décret prévoit une nouvelle organisation de pouvoir et partant une nouvelle répartition des compétences entre les organes de l'État. Étant une mesure exceptionnelle prise dans le cadre de l'état d'exception, il concentre les pouvoirs et par conséquent les compétences normatives entre les mains du président de la République. Le pouvoir normatif du président de la République, en vertu du décret du 22 septembre 2021 précité, peut être donc qualifié de pouvoir normatif absolu. Mais, même en vertu de la Constitution de 2014, et notamment en période de crise, ce pouvoir n'en demeure pas moins remarquable. Donc, voici les deux parties donc, de mon intervention. Donc, un pouvoir normatif remarquable en vertu de la Constitution de 2014. La Constitution du 27 janvier 2014 reconnaît au président de la République un pouvoir normatif remarquable, aussi bien en temps normal qu'en temps de crise. Donc, un pouvoir normatif en temps normal. D'abord, je vais traiter de la participation du président de la République à l'élaboration des normes constitutionnelles et législatives. Dans la Constitution 2014, le président de la République est un organe constituant dérivé partiel, dans la mesure où son consentement est nécessaire à l'édiction de la révision de la Constitution et son opposition l'empêche. Selon l'article 143 de la Constitution, le président de la République dispose de l'initiative de proposer la révision de celle-ci, de la Constitution.
mais il ne dispose pas du monopole de l'initiative. Il s'agit d'un droit d'initiative partagé, puisque d'autres publics, les députés, ont également l'initiative. Et pourtant, cela n'interdit pas d'affirmer que le président de la République est un organe constituant partiel, car il est prévu dans l'article 143 précité que, je cite, l'initiative du président de la République est examinée en priorité. Cela veut dire que le président de la République bénéficie d'une priorité pour l'inscription à l'ordre du jour de ses propositions de révision, ce qui signifie qu'il peut faire obstacle à la discussion et au vote des propositions émanant des députés et dont il n'approuve pas le contenu. Les députés peuvent exercer leur droit d'amendement à l'égard de la proposition de révision émanant du président, mais l'amendement ne peut pas porter sur la suppression d'un article et ne doit pas être dépourvu de tout lien avec la proposition en discussion. Sans être un organe législatif partiel, le président de la République dispose également de l'initiative des lois. Il s'agit d'un droit d'initiative partagé également, puisque les députés et le chef du gouvernement exercent aussi ce droit. D'après l'article 62, alinéa dernier de la Constitution, je cite, « Les projets de loi ont la priorité. Cela implique que le président peut empêcher la discussion et le vote des propositions des députés, mais il ne dispose pas de cette prérogative à l'égard des projets du chef du gouvernement, dans la mesure où ces derniers sont concernés également par la priorité, prévue par la disposition constitutionnelle précitée. La pratique montre par ailleurs que le président de la République a pu empêcher l'édiction de la loi en refusant sa promulgation. Deux exemples de refus de promulgation peuvent être cités. Le premier est relatif au refus de promulgation par le président Béji Caïd Essebsi d'une loi portant modification de la loi organique du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums. Le deuxième exemple, le plus récent, relatif au refus du président Kais Saied de promulguer une loi portant modification de la loi organique de 3 décembre 2015 relative à la Cour constitutionnelle. Mais il faut faire observer tout de suite que la promulgation de la loi n'est pas un acte discrétionnaire. Au contraire, il s'agit d'une compétence liée. Par la promulgation, le président de la République n'intervient que pour s'assurer que la loi a été adoptée dans les conditions prévues par la Constitution. S'il n'est pas d'accord avec l'Assemblée, il peut saisir la juridiction constitutionnelle ou bien renvoyer la loi à l'Assemblée pour une seconde lecture. Mais la promulgation ne doit en aucun cas être utilisée par lui comme moyen d'imposer sa volonté à l'Assemblée. En plus de sa participation à l'élaboration des règles constitutionnelles législatives, le président de la République exerce le pouvoir réglementaire général à titre exceptionnel, toujours en temps normal, en période normale. Dans la Constitution du 27 janvier 2014, l'exercice du pouvoir réglementaire général appartient au chef du gouvernement. Le président de la République peut l'exercer aussi, mais à titre exceptionnel, en cas de dissolution de l'Assemblée. L'article 70 alinéa 1er de la Constitution prévoit à cet égard, je cite, « En cas de dissolution de l'Assemblée des représentants du peuple, le président de la République peut prendre, en accord avec le chef du gouvernement, des décrets-lois qui seront soumis à l'approbation. Peut prendre, en accord avec le chef du gouvernement, des décrets-lois qui seront soumis à l'approbation de l'Assemblée au cours de la session ordinaire suivante. » Fin de citation. Les décrets-lois prévus ici, comme d'ailleurs ceux prévus par l'alinéa 2 du même article, sont des actes qui interviennent dans un domaine normalement réservé aux législateurs. Par décret-loi, le président de la République peut donc intervenir dans des matières législatives non encore légiférées ou bien modifier ou abroger des lois en vigueur. Matériellement, les décrets-lois sont du véritable acte législatif du président de la République. Cependant, formellement, le juge administratif les tient pour des actes administratifs tant qu'ils n'ont pas été ratifiés par une loi. Ici, les considérations organiques l'emportent sur les considérations d'ordre matériel. Bien que la solution contraire consisterait à voir dans les décrets-lois des actes législatifs ab initio, dès leur édiction, n'aurait pas été extravagante. D'ailleurs, elle est consacrée par notre système juridique. Une fois ratifiés, les décrets-lois se transforment rétroactivement en textes de valeur législative. Contrairement aux décrets-lois du chef du gouvernement, les décrets-lois du président de la République ne sont pas encadrés par une quelconque loi d'habilitation qui aurait tracé des limites de l'intervention présidentielle. Cependant, si le président de la République dispose d'une marge de liberté plus importante que celle dont dispose le chef du gouvernement dans l'édiction des décrets-lois, il n'en demeure pas moins que les décrets-lois du président sont susceptibles, comme toutes les décisions administratives, de recours pour excès de pouvoir. Étant des actes administratifs avant leur ratification, les décrets-lois traduisent l'exercice par le président de la République de pouvoir réglementaire général qui s'exerce normalement par le biais du décret. Le pouvoir de prendre un décret-loi n'est pas d'une autre nature que celui de prendre des décrets. Dans les deux cas, il s'agit d'exercer le pouvoir réglementaire général.
Enfin, en temps normal, le président de la République prend des actes qu'on peut qualifier de particuliers, des normes particulières. Le président de la République dispose d'un pouvoir de nomination à certains emplois supérieurs. Si les décrets du chef du gouvernement portant nomination aux emplois civils supérieurs sont signés après délibération du Conseil des ministres, les décrets présidentiels relatifs à la nomination à certains emplois supérieurs ne sont pas soumis à une contrainte de la même nature. La Constitution prévoit pour certaines nominations la consultation du chef du gouvernement, mais cette consultation, quoique obligatoire, n'a rien de contraignant. Le président de la République prend des actes du gouvernement. Trois exemples peuvent être cités ici. Déclarer la guerre, exercer le droit de grâce et proclamer l'état d'exception. Ces actes échappent à tout contrôle juridictionnel. Hormis la déclaration de la guerre, le président de la République a les mains libres dans la prise de l'acte. Le pouvoir normatif du président de la République se trouve, et c'est logique, renforcé lorsque l'état d'exception est proclamé. Donc, le second point de cette première partie, l'édiction des mesures qu'impose l'état d'exception. L'article 80 de la Constitution dispose, donc, je cite, « En cas de péril imminent menaçant l'intégrité nationale, la sécurité et l'indépendance du pays, et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le président de la République peut prendre les mesures qu'impose l'état d'exception. » Fin de citation. La question se pose de savoir qu'est-ce qu'on entend par les mesures qu'impose l'état d'exception. Il faut reconnaître que l'expression est très vague et se caractérise par sa généralité. Elle peut inclure tout type d'actes juridiques. On peut penser que le constituant a sciemment utilisé une expression indéterminée pour mettre entre les mains du président de la République une large gamme de pouvoirs lui permettant de faire face à la situation de crise. D'ailleurs, la théorie des pouvoirs de crise enseigne que l'état d'exception confère des pouvoirs exceptionnels qui comprennent par exemple des compétences judiciaires et qui peuvent aller jusqu'à la suppression pour un temps de la Constitution, si c'est le seul moyen de sauver la Constitution. Cette violation de la Constitution est justifiée par un principe non écrit, selon lequel le statut du peuple ou de la Constitution est la loi suprême. En droit français, l'article 16 de la Constitution 58 prescrit au président de la République, je cite, « Lorsque les institutions de la République sont menacées, d'une manière grave et immédiate, de prendre des mesures exigées par les circonstances. » Fin de citation. Dans un arrêt d'Assemblée, en date du 2 mars 1962, le 22 Servens, le Conseil d'État a jugé que la nature de la mesure prise par le président de la République pendant l'état d'exception est fonction de la matière dans laquelle intervient la dite mesure. Si celle-ci est prise dans une matière relevant du domaine de la loi, elle acquiert une valeur législative. Si elle intervient dans le domaine du règlement, elle a une valeur réglementaire. Les mesures ayant valeur réglementaire sont des décisions administratives et sont susceptibles donc de recours pour excès de pouvoir. Par contre, les mesures ayant valeur législative échappent à tout contrôle, puisque ni le juge administratif ni le juge constitutionnel n'ont compétence pour les contrôler. Cette situation est menaçante pour les droits et libertés, dans le régime et du ressort de la loi. Pendant l'état d'exception, les mesures prises par le président de la République pour apporter des restrictions aux droits et libertés seront considérées comme des actes législatifs, échappant donc, pour cette raison, à tout contrôle. La question à laquelle on doit répondre maintenant est la suivante. Le président de la République peut-il modifier la Constitution par le biais d'une mesure qu'impose l'état d'exception? La doctrine autorisée distingue entre la modification à titre permanent de la Constitution et sa modification à titre temporaire, pour affirmer qu'il est interdit de modifier la Constitution à titre permanent par une mesure qu'impose l'état d'exception. Par contre, il n'est pas exclu de la modifier à titre temporaire par le biais d'une telle mesure, en suspendant momentanément certaines garanties constitutionnelles. En 1961, le général de Gaulle, lorsqu'il a mis en application l'article 16 de la Constitution française 58, a décidé de suspendre l'inamovibilité des magistrats du siège qui est prévue par l'article 64 de la Constitution. En Tunisie, le président de la République, dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 80 sur l'état d'exception, a procédé à la modification de la Constitution en édictant le décret numéro 117 du 22 septembre 2021. D'où notre deuxième partie, un pouvoir normatif absolu en vertu du décret présidentiel du 22 septembre 2021 relatif à des mesures exceptionnelles. Par le décret du 22 septembre, le président a modifié la Constitution 2014. C'est notre premier point, dans le sens de la concentration des pouvoirs législatifs, second point, et exécutifs, troisième point, entre les mains du président de la République. La modification de la Constitution, d'abord.
Il faut signaler que le décret du 22 septembre 2021 relatif à des mesures exceptionnelles se présente comme une mesure qu'impose l'état d'exception. Il est pris au vu de l'article 80 de la Constitution et du décret présidentiel du 24 août 2021 relatif à la prorogation des mesures exceptionnelles. Tout le décret du 22 septembre 2021 porte sur la matière constitutionnelle. Il prévoit une nouvelle organisation des pouvoirs publics. Il déroge donc à la Constitution 2014. Cette volonté de déroger à la Constitution est exprimée clairement par l'article 20, in fine, du décret. Je cite: « Toutes les dispositions constitutionnelles qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret présidentiel continuent à être appliquées. » Fin de citation. Une lecture à contrario de cette disposition doit conduire à la conclusion suivante. Les dispositions constitutionnelles qui sont contraires aux dispositions du présent décret présidentiel cessent d'être appliquées. Suivant la distinction établie plus haut concernant les modifications constitutionnelles pendant l'état d'exception, la question qui se pose est de savoir si le décret du 22 septembre 2021 modifie la Constitution à titre temporaire ou à titre permanent. Le décret du 22 septembre 2021 n'opère pas une suspension momentanée de certaines dispositions constitutionnelles. Il abroge certaines d'entre elles pour les remplacer par d'autres. Mais on peut objecter que les nouvelles dispositions seront appliquées le temps des circonstances exceptionnelles pour faire face à la crise, et la Constitution 2014 reprendra son empire dès la proclamation de la fin de l'état d'exception. Il ne semble pas, à notre avis, que cette lecture soit pertinente, car à l'examen de l'article 22 du décret précité, il appelle que l'intention du président de la République n'est pas tournée vers le rétablissement de l'état des choses antérieures, mais vers l'élaboration de plus de réformes politiques pour l'établissement d'un nouveau régime politique, donc d'une nouvelle Constitution. Certes, l'article 80 de la Constitution a désigné le président de la République pour constater officiellement que les conditions qui justifient la mise en œuvre de l'état d'exception sont réunies. Le président de la République est également lui-même qui prendra les mesures qu'impose l'état d'exception. Mais cette marge d'appréciation importante et cette liberté quant au choix des mesures adéquates ont une stricte finalité, précisée par l'article 80 alinéa 2, je cite, « garantir dans les plus brefs délais le retour au fonctionnement régulier des pouvoirs publics ». Fin de citation. C'est-à-dire le retour à l'ordre constitutionnel préexistant. Tourner le dos à cette finalité en édictant une mesure à objet constitutionnel qui rend très difficile le retour à l'état des choses antérieures et en dévoilant son intention de réviser la Constitution dans le mépris des procédures en vigueur prévues par la Constitution est un renversement de l'ordre constitutionnel en vigueur. On sait que cette, et l'expression appartient à René Chaput, insurrection contre la Constitution est qualifiée en droit constitutionnel de coup d'État. D'ailleurs, en prévoyant que, je cite le décret, le principe est que la souveraineté appartient au peuple et que si le principe s'oppose aux procédures relatives à son application, la prééminence du principe sur les formes et les procédures s'impose. En prévoyant donc cela dans le préambule du décret, l'auteur du décret du 22 septembre 2021 semble se rallier à la thèse de Sieyès, dans la thèse multière étape, selon laquelle aucune forme, aucune procédure ne doit être prévue pour la révision de la Constitution. Sieyès résume cette thèse de la manière suivante, donc, je cite, « De quelque manière qu'une nation veuille, il suffit qu'elle veuille, toutes les formes sont bonnes, et sa volonté toujours la loi suprême. » Fin de citation. Et Sieyès reconnaît cette liberté absolue non seulement à la nation, mais également aux représentants de la nation. Le président de la République est un représentant de la nation, en quelque sorte, étant élu au suffrage universel, direct. S'appuyant sur la thèse de Sieyès, certains ont pu justifier le recours direct au référendum pour réviser la Constitution, au mépris des procédures de révision prévues par la Constitution. Un tel point de vue qu'une dénaturation de la thèse de Sieyès, pour qui la Constitution ne doit prévoir aucune procédure pour sa révision. Notre Constitution prévoit des procédures pour sa révision. René Chaput a adressé une critique acerbe à cette doctrine en ces termes, dans ses cours de droit constitutionnel. Du moment, je cite, du moment qu'il existe des procédures, elles doivent être respectées. S'affranchir de leur respect, c'est instituer un système qui légitime le coup d'État que représenterait l'appel au peuple en dehors des prévisions de la Constitution. Fin de citation. Les mesures relatives à l'exercice du pouvoir législatif, prévues par le chapitre 2 du décret du 22 septembre, confirment cette volonté de s'affranchir de la Constitution 2014. Deuxième point de cette deuxième partie, l'exercice du pouvoir législatif.
Les mesures relatives à l'exercice du pouvoir législatif du décret du 22 septembre sont plus que des mesures imposées par l'état d'exception pour faire face à la crise. En l'absence du Parlement, le président de la République pouvait intervenir in concreto dans tel ou tel domaine législatif par des mesures ponctuelles qu'impose l'état d'exception. Mais le décret précité semble quitter le terrain de l'article 80, bien qu'il s'y réfère dans ses visas, pour prévoir une nouvelle conception du pouvoir législatif destinée à permettre au président de la République de légiférer presque dans tous les domaines sans lien véritable avec l'état d'exception. On n'a pas mis explicitement fin à l'état d'exception, toutefois on s'en sert non pas pour rétablir l'état des choses antérieures, mais pour s'en débarrasser et rétablir doucement une nouvelle normalité, si vous voulez. On peut constater que les décrets présidentiels postérieurs au décret du 22 septembre 2021 ne se réfèrent pas directement dans leur visa à l'article 80 de la Constitution, mais au décret du 23 novembre 2021 portant donc prorogation au décret du 22 septembre 2021, pardon, la prorogation des mesures exceptionnelles. J'ai oublié la date, mais au décret portant prorogation des mesures exceptionnelles. Hein. Il se réfère à ce décret, donc il y a une référence indirecte à l'article 80 à travers la référence à ce décret qui proroge les mesures. C'est ça, j'ai oublié sa date. Cette omission ne peut être gratuite, elle va dans le sens de l'évolution que nous venons de décrire. Désormais, le président de la République prend des textes législatifs sous forme donc de décrets-lois et non plus sous forme de mesures qu'impose l'état d'exception. L'étendue de la liste des matières dans lesquelles ce dernier interviendra pour légiférer par décret-loi est impressionnante. Elle rappelle la liste de l'article 65 de la Constitution. Il est difficile d'admettre que le président de la République a besoin de prendre des décrets-lois dans tous ces domaines pour faire face à l'état d'exception, même si le Parlement est absent. De toute façon, avec de tels pouvoirs exceptionnels, le retour à l'ordre constitutionnel préexistant devient incertain. C'est le moins qu'on puisse dire. Le décret du 22 septembre prévoit que les décrets-lois ne doivent pas porter atteinte aux droits et libertés garantis. Mais il s'agit d'un vœu pieux dans la mesure où les décrets-lois ont un statut d'immunité juridictionnelle. Ayant force de loi dès leur édiction, le juge administratif est incompétent pour les contrôler. Quant à la juridiction constitutionnelle, elle est inexistante. L'instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi a été supprimée par le décret de septembre. Et même si elle ne l'avait pas été, elle se serait déclarée incompétente, puisqu'elle a une compétence d'attribution limitée au contrôle de la constitutionnalité des projets de loi. Par ailleurs, dans les circonstances actuelles, il est inconcevable de voir le tribunal administratif se reconnaître compétent pour contrôler la constitutionnalité des décrets-lois par voie d'exception, comme il l'a fait à l'égard des lois pendant les premières années qui ont suivi la Révolution, en arguant de l'absence d'une cour constitutionnelle à l'époque. Mais pourquoi on prévoit dans l'article 7 du décret du 22 septembre 2021 que les décrets-lois ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir alors qu'ils sont des textes législatifs dès leur édiction? En fait, c'est tout le problème des décrets-lois dont le régime n'a jamais été clarifié une fois pour toutes en droit tunisien. Les décrets-lois qui nous retiennent ici sont à rapprocher des décrets-lois pris sur le fondement du décret-loi du 23 mars 2011 portant organisation provisoire du pouvoir public. Tous ces décrets-lois ont force de loi dès leur édiction et n'ont pas besoin de ratification par le Parlement. Pourtant, dans l'un de ces jugements, le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour connaître la légalité d'un décret-loi pris sur le fondement du décret-loi du 23 mars 2011 précité. En France, une loi référendaire du 13 avril 1962 a donné l'autorisation au président de la République de prendre par ordonnance toute mesure législative ou réglementaire. Ces ordonnances n'étaient pas soumises à la ratification du Parlement. La doctrine en a déduit qu'elles avaient dès leur édiction force de loi. Et pourtant, le Conseil d'État a décidé autrement, puisque dans son arrêt canal du 19 octobre 1962, il a annulé une ordonnance prise sur la base de la loi référendaire précitée au motif qu'elle n'avait pas été encore ratifiée. Pour éviter peut-être ce genre de surprise de la part du tribunal administratif, les auteurs du décret du 22 septembre ont cru bon de mentionner expressément l'immunité des décrets-lois. En plus du pouvoir législatif, le décret précité a confié au président de la République l'exercice du pouvoir exécutif. Et je termine par ce point, l'exercice du pouvoir exécutif, non pas le président de la République,
en vertu du décret du 22 septembre 2021. Avec le décret du 22 septembre 2021, le pouvoir exécutif n'est que formellement bicéphale. Tous les pouvoirs sont désormais entre les mains du président de la République. Pour énumérer les attributions de ce dernier, l'article 12 du décret précité utilise l'adverbe notamment, pour dire que la liste des attributions est simplement indicative et elle est donc susceptible de s'allonger jusqu'à l'infini. En cela, le décret en question est en rupture totale avec la Constitution 2014. Ainsi, le chef du gouvernement n'a plus le pouvoir de nomination aux emplois civils supérieurs. C'est le président de la République qui nomme à tous les emplois supérieurs, quelle que soit leur nature. Dans la même veine, le chef du gouvernement n'est plus compétent pour créer ou supprimer les ministères ou les établissements et entreprises publiques, car en vertu du décret du 22 septembre, cette compétence revient au président de la République. Mais surtout, c'est le président de la République qui exerce le pouvoir réglementaire général. Il y a ainsi un retour à ce que prévoyait la Constitution de 59, contrairement à la Constitution de 2014 qui attribue ce pouvoir au chef du gouvernement. Les décrets présidentiels à caractère réglementaire doivent être contresignés par le chef du gouvernement et par le ministre intéressé. Le contreseing étant une règle de forme et non de compétence, il en résulte que les contresignataires ne sont pas co-auteurs du décret contresigné. Le contreseing apposé sur la signature du président traduit l'accord donné par les ministres contresignataires au décret présidentiel, ainsi que leur engagement d'en assurer l'application. De plus, il a pour fonction de faire prendre en charge par le chef du gouvernement et les ministres la responsabilité politique de ces décrets. Voilà, je vous remercie.